Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Le départ du franco-ivoirien Tidjane Thiam du Crédit Suisse à cause d'une affaire d'espionnage. Il quittera la banque le 14 février prochain. C'était le premier noir à avoir dirigé une multinationale cotée à Londres. Les avocats français de Guillaume Soro saisissent l'ONU, l'Union européenne et le Sénat français. Ils veulent faire valoir les droits de leurs clients poursuivis dans le pays pour atteinte à la sûreté de l'État. Déclaration faite ce vendredi à Abidjan face à la presse. Et puis, plus de 630 décès avec 31 000 personnes contaminées au coronavirus en Chine. C'est le tout dernier bilan de l'épidémie. Parmi les dernières victimes, l'un des tout premiers médecins à avoir donné l'alerte de ce nouveau virus. Le franco-ivoirien Tidjane Thiam quitte son poste de directeur général du Crédit Suisse. Depuis septembre dernier, il était au centre d'un scandale d'espionnage visant d'anciens dirigeants de la banque, une position devenue intenable pour l'ancien ministre ivoirien. Le récit de Yéli Traoré. Le patron de Crédit Suisse, Tidjane Thiam, 57 ans, l'un des visages les plus connus de la finance mondiale, a démissionné vendredi, emporté par un scandale d'espionnage d'anciens cadres dans lequel il a toujours nié être impliqué. Il quittera ses fonctions le 14 février, après la présentation des résultats annuels de la banque. Il sera remplacé par le Suisse Thomas Gostin, un cadre de longue date au sein de Crédit Suisse. Depuis septembre, Crédit Suisse est secoué par des révélations concernant la surveillance de son ancien directeur de la gestion internationale de fortune, Iqbal Khan, après son départ inattendu pour rejoindre la banque concurrente UBS. À mon avis et à l'avis du conseil d'administration, cette ordonnance de surveillance était erronée et inappropriée, même si elle a été rendue subjectivement pour la protection de la société. La mesure n'était pas proportionnée et ne correspond pas aux critères et normes que nous nous sommes fixés. Le conseil d'administration a donc décidé que les responsables de cette surveillance ne pouvaient plus travailler pour le groupe Crédit Suisse et a accepté leur démission. L'arrivée en juillet 2015 à Zurich du franco-ivoirien, qui dirigeait jusque-là le groupe britannique d'assurance Prudential, bouscule le milieu feutré de la banque Helvets. Précédé d'une réputation de fin stratège, Tidjane Thiam avait pour mission de rééquilibrer le paquebot Crédit Suisse, alors en eau trouble, entre actifs toxiques, scandales financiers et banques d'investissement hypertrophiées. En remettant sa démission, Thiam a réaffirmé ne pas avoir été au courant d'un projet d'espionnage d'anciens collaborateurs. Je n'avais aucune connaissance de l'observation de ces deux anciens collègues. Cela a incontestablement perturbé Crédit Suisse. Je regrette ce qui est arrivé et qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Né en juillet 1962, dans une famille baignant dans la politique, l'homme fait figure de pionnier dès ses études supérieures. Il est le premier Ivoirien à entrer à l'école polytechnique, couronnement d'études brillante en France. Il est recruté en 1988 par le célèbre cabinet de consultants américain McKinsey, au sein duquel il travaille à Paris et New York avant d'être appelé en 1994 par le président ivoirien Henri Konan Bédié. Au départ, haut fonctionnaire, il devient en 1998 ministre de la Planification. Les avocats de Guillaume Soro s'en remettent désormais aux instruments juridiques internationaux. Il s'agit notamment de l'ONU, de l'Union européenne ou encore du Sénat français, des saisines qui visent à obtenir le respect des droits de leurs clients qu'ils disent avoir été violés. Timé Danger et Eric Kimo. Le conseil de Guillaume Soro lance une nouvelle offensive. Cette fois-ci, la contre-attaque se fait hors des frontières africaines et elle est portée par les avocats français de l'équipe de défense. Face à la presse, ce vendredi, les avocats du barreau de Paris ont révélé avoir saisi divers mécanismes onusiens et européens. Nous avons saisi le groupe de travail sur la détention arbitraire au nom de 19 personnes, dont bien entendu les 5 députés. Nous allons également saisir différents rapporteurs spéciaux, l'Union interparlementaire internationale, dont nous pensons qu'elle prendra une résolution. Un mémo synthétisant l'ensemble de ces violations sera adressé
dans les prochaines heures aux principaux décideurs européens, Parlement européen, Conseil de l'Europe, Union européenne et bien entendu à la Commission des affaires étrangères du Sénat. Par ces saisines, le Conseil dévoile ses objectifs. Nous, ce que nous appelons, c'est tout simplement que le droit international et que les garanties essentielles de toute procédure pénale soient respectées, et à l'évidence, elles ne le sont pas. Pendant leur séjour en terre ivoirienne, les avocats français ont rendu visite aux proches de Guillaume Soro, en détention préventive. Ils disent avoir constaté des conditions de détention précaires. Donc on a parlé des conditions indignes de détention qui sont en total contraste avec la dignité qui habite monsieur Simon Soro, qui ne se plaint pas alors que ces conditions de détention sont assez difficiles. Ils ne se sentent pas intimidés ou affaiblis. Ça, c'est une réalité, puis j'ai pu l'observer en direct. Les avocats nationaux ont, eux, saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ils entendent ainsi mettre fin à la procédure qu'ils qualifient de forfaiture et de déni de justice. Qu'il y a des poursuites qui sont enclenchées sur des faits qui ne sont nullement élaborés, des faits qui ne sont assis sur aucun élément et des faits que personne n'a constatés. Des faits de troubles à l'ordre public, personne n'a vu de troubles à l'ordre public. Ancien chef du gouvernement et du Parlement, Guillaume Soro est poursuivi pour sa présumée implication dans les faits d'attentat à la sûreté de l'État. Le prince Édouard, en visite de 48 heures à Abidjan, s'est dit satisfait de la bonne mise en œuvre du mérite international de la jeunesse, programme mis en place par son père, le duc d'Angleterre. Ce vendredi, il a salué le niveau d'engagement des autorités de Port-Bouët, seule commune ivoirienne retenue pour inculquer aux jeunes les valeurs d'altruisme et de développement personnel. Timé Dandji et Aruna Zeba. Ces jeunes sont des bénéficiaires du programme du mérite international de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Ce vendredi, ils reçoivent la visite du fils de l'initiateur de ce projet, Son Altesse royale, le prince Édouard, à Port-Bouët, commune du district d'Abidjan, où le programme est exécuté depuis 1989. Les résultats sont satisfaisants. Sur la liste des pays touchés, la Côte d'Ivoire occupe la première place en Afrique francophone et la 4e au niveau international. Pour l'hôte du jour, ce rang honorable est le fruit de la forte implication des autorités communales de Port-Bouët. Merci pour le soutien que Port-Bouët apporte à ce programme depuis sa mise en place ici. Nous sommes très reconnaissants du soutien que vous nous avez apporté. La plus grande richesse se trouve dans l'investissement dans les jeunes. Merci pour l'engagement et le soutien que vous continuerez d'apporter pour le développement de ce programme. Saluant l'engagement de l'hôte de marque pour l'avènement d'une jeunesse responsable, altruiste et citoyenne, le maire Sylvestre Emou s'est engagé à garder le cap. Votre Altesse, pour traduire notre fierté et notre fidélité à votre œuvre, nous devons agir dans la droite ligne que vous avez tracée. Nous prenons l'engagement ici devant vous d'entretenir cette flamme. Le programme du mérite international de la jeunesse touche 8 millions de jeunes de 14 à 24 ans dans 24 pays à travers le monde. Il repose sur 4 axes: l'altruisme, l'aptitude et l'intérêt communautaire, le loisir sportif et le voyage d'aventure. Intéressons-nous à présent à la commune d'Abobo qui est en pleine transformation. Autrefois encombrée par des commerces anarchiques, la commune respire de nouveau et ce grâce à une vaste opération de déguerpissement qui n'a par ailleurs pas été sans conséquences. Salif Yadeko et Mathurin Badé. Abobo, commune populaire au nord d'Abidjan, affiche un nouveau visage. De nombreuses rues assaillies autrefois par des commerces anarchiques, les habitations sur le domaine public, la saleté à plusieurs endroits, entre autres, font place à un environnement de moins en moins encombré. L'opération a consisté à débarrasser les grandes artères de la ville. Après cette opération, n'est-ce pas, de déguerpissement, n'est-ce pas, il faut maintenir les acquis, veiller à ce que, n'est-ce pas, les gens qui ont été enlevés, n'est-ce pas, ne viennent plus recoloniser les sites. Et donc c'est pour ça que vous verrez ces jeux en tenue tournent,
n'est-ce pas, pour que ces personnes qui ont été enlevées ne reviennent pas. Une mesure de la municipalité saluée dans l'ensemble par les habitants de cette commune cosmopolite, tant la fluidité est observée à plusieurs endroits, le paysage est plus gai. Le marché de Charakoné, ce marché, c'est une route qui est là, une très grande route qui était fermée. Aujourd'hui, grâce au déguerpissement, les voitures peuvent circuler dans tous les deux sens. L'insécurité commence à disparaître petit à petit parce qu'il y a la fluidité partout. Aujourd'hui, tu arrives au rond-point, tu peux circuler tranquillement parce que les petits commerçants qui s'installaient de gauche à droite n'existent plus. Les mendiants aussi. Où nous sommes là, c'est le site des mendiants. La transformation du milieu, par contre, crée de la désolation et le mécontentement chez une bonne partie de la population, notamment ces commerçantes de ce célèbre marché, Chakakoné. Elles en appellent au secours. On sait vraiment qu'on est sur la route, mais il n'y a pas de solution. Même si on gagne marché, on peut aller vendre là-bas. C'est un marché de femmes. Nos maris ne travaillent pas et nous soutenons nos familles par nos économies. Assainir notre cité est bien, mais il nous faut des solutions. Pardonnez, on n'a pas de travail. Du côté des autorités, on soutient qu'il y a bel et bien eu des mesures palliatives. Il y a eu des zones de recasement. Vous allez à la nouvelle gare, il y a de l'espace pour recevoir les commerçants antérieurement sur les routes. Il y a Sagbé, il y a Abou Baoulé, au BC et tout ça. Il y a des espaces aménagés, n'est-ce pas, qui sont actuellement disponibles pour recevoir ces personnes, n'est-ce pas, qui ont été enlevées. Le conseil municipal ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il entend maintenir la vigilance pour garder ce cadre. Direction Adjamé, vous le savez, ce lieu de transit de nombreux Abidjanais. En plus d'abriter le plus grand marché de la métropole ivoirienne, la commune accueille également la plus grande gare. Mais pour y accéder, du courage, il en faut dans un paysage où l'indiscipline, l'insalubrité et le manque d'infrastructures routières se côtoient. Salif Yalekou et Mathurin Badé. Embouteillage monstre, de très longues files d'attente, la voie dégradée. Bienvenue dans la commune marchande d'Adjamé, où ce décor est régulier. Une cité carrefour en plein centre d'Abidjan. Selon des chiffres officiels, ce sont environ 3 millions de personnes qui y transitent par jour, avec en prime un secteur du transport dynamique qui abrite une gare qui dessert toutes les régions du pays et même de l'extérieur. Mais pour accéder à cette gare routière légendaire, que de difficultés. On perd tout notre temps dans ces embouteillages. Les syndicats qui sont à la gare là, et nous fatiguent trop. On paye 1500 dans leur gare, nous on paye 2500 chez nous par jour. Bon, on ne sait même pas où là ça va. Embouteillage, on souffre, on est fatigué. Ils n'ont qu'à nous aider, hein. Ils n'ont qu'à ouvrir d'autres voies pour nous, pour que nous puissions travailler rapidement. Billets d'entrée, billets de sortie, mais on n'a pas de route pour entrer dans les gares. Un tableau difficilement supportable pour les usagers, mais qui fait également des heureux. La mairie ne nous laisse pas. C'est donc quand il y a un embouteillage là, ça sort pour nous un peu. Du côté des transporteurs, on ne sait plus à quel saint se vouer. Lui, c'est Adama Touré, de la coordination des gares routières, l'un des leaders du secteur du transport. Comme ses pairs, il souhaite une véritable métamorphose de cette zone. L'accès est un véritable parcours du combattant. Nous sommes la seule corporation en Côte d'Ivoire qui paie le plus de taxes. Et voir qu'une corporation fait rentrer tout ce pactole-là auprès de l'État et voir que cette corporation est laissée à l'abandon, c'est vraiment une injustice. On nous a promis une gare routière décente, avec certaines commodités. On n'a rien vu venir. Donc il faut reconnaître que vraiment il y a péril en la demeure. Il faut réellement qu'une solution soit trouvée. Du côté de la municipalité, l'on est conscient de la situation. Des actions sont annoncées dans les mois à venir pour satisfaire tous ceux qui seront de passage. Il fallait faire un choix. Nous avons choisi de travailler sur le boulevard. 2020 est dédié au transport, au secteur du transport. Le problème qui se pose au niveau du transport, au niveau d'Adjamé, c'est un problème d'espace. Mais nous souhaitons que les autorités aient un regard bienveillant sur la doléance du maire qui est de nous céder l'espace qui était prévu pour la mise en place de la nouvelle gare, la grande gare. Ça allait résoudre considérablement le problème du transport à Djamé. La politique du maire concernant le transport, c'est de remettre tous ceux qui sont dans ce domaine, les Baka, les Woro, tous ceux-là, dans le même espace, sur le même espace. Toutes les communes qui desservent à Djamé déversent les Baka dans cette zone et les taxis communaux rentrent à l'intérieur d'Adjamé. En attendant des solutions fortes et radicales qui donneront un nouveau souffle
À cette gare routière, on s'accommode avec en prime la patience. Le dernier bilan de l'épidémie du coronavirus fait état de 630 morts en Chine. Le président chinois Xi Jinping affirme que son pays fait tout ce qui est en son pouvoir pour contenir l'épidémie. Parmi les victimes, l'un des premiers médecins à avoir donné l'alerte sur le virus. Il avait été arrêté le mois dernier pour avoir diffusé, selon Pékin, des informations illégales et fausses. En Chine, une vague d'indignation s'est mise en place. Yeli Traoré. La mort d'un jeune médecin chinois, Dr Li Wenyan, qui avait été réprimandé pour avoir révélé la menace du nouveau coronavirus, a déclenché vendredi une inhabituelle contestation du régime communiste sur les réseaux sociaux. Fin décembre, cet ophtalmologue avait adressé un message électronique à des confrères révélant l'apparition d'un coronavirus dans la ville. Il avait été convoqué après ces révélations par la police, qu'il avait accusé de propager des rumeurs. Son décès du coronavirus, à l'âge de 34 ans, a ouvert un torrent de tristesse et de colère sur les réseaux sociaux, le médecin se retrouvant statué en héros national. C'est un héros, je suis tout à fait d'accord. Tout d'abord, il est très compétent dans son travail. Sinon, il ne peut pas trouver le problème du premier coup. Il est très courageux et honnête pour être capable de dire les choses à tout le monde. Il a donné sa vie pour le bien de notre pays et il était très jeune. Je suis très compatissant. Par ailleurs, face à cette épidémie de coronavirus grandissante, avec une vitesse de propagation alarmante, l'Organisation mondiale de la santé évoque ce vendredi une pénurie chronique de masques et autres équipements de protection contre le coronavirus. Le monde est confronté à une grave perturbation du marché des équipements de protection individuelle. La demande est jusqu'à 100 fois plus élevée que la normale et les prix sont jusqu'à 20 fois plus élevés. Cette situation a été exacerbée par une utilisation inappropriée généralisée des masques EPI en dehors des soins aux patients. Par conséquent, les stocks sont à présent épuisés et il y a des arriérés de 4 à 6 mois. Le gouvernement chinois a reconnu en début de semaine avoir besoin d'urgence de masques de protection pour faire face à l'épidémie de pneumonie virale qui a contaminé 31 161 personnes en Chine continentale, dont 636 mortellement, selon un dernier bilan officiel. Le chef d'Aqpa, Al-Qaïda, dans la péninsule arabique est mort. Les États-Unis ont annoncé avoir tué Qassem al-Rimi hier soir lors d'une opération au Yémen. Aqpa est considéré par Washington comme la branche la plus active de la mouvance islamiste. C'est son organisation qui est à l'origine de la tuerie de Charlie Hebdo en France et d'une campagne d'attentats à travers le monde. Ce journal a été réalisé par Moussa Doumbia. Merci d'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et je vous souhaite à tous un très très bon week-end.